Bonjour à tous. C'est une très bonne idée que vous avez eue de nous rejoindre dans le 18h de Télé Nantes, dans notre émission quotidienne, avec deux thématiques abordées ce soir. Dans un instant, on va se poser une question. Où en sommes-nous de l'accessibilité? Et nous en parlerons avec Jean-Pierre Blin de l'APF, l'Association des paralysés de France. Ben oui, il est déjà à côté de moi. Pourquoi on parle de ça? Eh bien, tout simplement parce que l'APF s'est mobilisée aujourd'hui au centre-ville de Nantes. Il y avait une opération, une course d'escargots. Bon, ça, on vous en parle tout à l'heure. Autre terme, les gestes qui sauvent. Une grande campagne nationale d'initiation a lieu durant tout le mois de février. C'est pour tout le monde, c'est gratuit et ça peut nous permettre à tous d'agir. Voilà le programme. En gros, on a quoi? Un monde accessible pour tous, un monde où chacun prend soin de l'autre. Et bien, c'est dans le 18h, c'est maintenant. Accessibilité universelle, c'est un des grands combats de l'APF, l'Association des paralysés de France, et pas que. C'est l'idée en fait de rendre notre monde accessible à tous. En particulier aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux personnes empêchées, à tous les citoyens, et notamment à ceux qui ne disposent pas de toute leur autonomie, on va le dire comme ça. La maman avec sa poussette, la personne âgée qui commence à moins courir que lorsqu'elle était un petit peu plus jeune, et l'accidenté temporaire aussi. Et l'accessibilité universelle, le mot universel est important, c'est pour tout le monde et c'est toute l'accessibilité. On ne parle pas que de mobilité, on parle aussi de communication, par exemple, d'accès à l'éducation, d'accès à l'information. On voit bien, par exemple, que sur la question de l'école, aujourd'hui, un certain nombre d'enfants ne sont pas scolarisés à temps complet, par exemple, alors que le handicap, sans doute, leur permet pas d'acquérir les choses aussi facilement que les autres. Eh bien, l'éducation nationale choisit de ne pas les scolariser à temps complet. Bon, alors pour certains, c'est nécessaire parce qu'ils sont fatigables, mais pour d'autres, je vous jure qu'ils voudraient bien être à l'école comme leurs petits copains. Alors, on parle de l'accessibilité, je le disais, parce qu'il y a une opération, mais aussi parce que nous sommes en février. Et il se trouve que le 11 février 2005, il y avait une grande loi, c'était la grande loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et cette grande loi disait qu'en gros, au 1er janvier 2015... tout devait être accessible. La France devait être accessible. Et au 1er janvier 2015, eh bien, on a fait le constat que la France n'était pas accessible, qu'il y avait encore beaucoup de chantiers en route, et le gouvernement a pris des dispositions au travers d'un certain nombre d'ordonnances, les ordonnances qu'on appelle de la honte, nous, parce qu'effectivement, elles ont pour but de prolonger les délais sans donner, j'allais dire, beaucoup de moyens et beaucoup de coercition à tous ceux qui ne font pas leur boulot, j'allais dire, un petit peu. Et là-dessus, nous sommes vraiment remontés comme des pendules. On va... Remonter mais optimiste. Et j'en veux pour preuve l'affiche de la manifestation d'aujourd'hui. On va la revoir. Le slogan, c'était 2015, le grand ralentissement. 2016, le redémarrage, point d'interrogation. C'est-à-dire que vous vous dites que rien n'est perdu. Ça va peut-être bouger. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on souhaite, c'est que ça bouge. Parce qu'effectivement, dans un certain nombre de collectivités, de communes, d'entreprises, on voit que les choses bougent. Il y a des gens qui se mobilisent, qui ont envie, qui font des choses. Et Dieu merci, ça... Alors, qu'est-ce qui a bougé? On va commencer par le positif. Alors, qu'est-ce qui a bougé ces dernières années et qui a permis de rendre le monde un peu plus accessible? Eh bien, quand vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, un cinéma associatif qui prend, qui décide d'enlever 2 rangs de spectateurs et d'arranger ces 2 rangs de spectateurs pour faire un intercalage, qui permet soit à une personne en fauteuil, par exemple, d'être avec ses amis ou avec sa famille, eh bien, je trouve que c'est une belle chose. Et je me souviens, par exemple, à Clisson, où j'étais au connétable, eh bien, il a fallu que des gens que je connaissais passent 3 fois devant moi pour dire « Ah, tiens, t'es là !» bah oui, parce que j'étais tellement bien dans le rang. Comme si vous n'étiez pas en fauteuil, vous étiez intégré aux autres. Voilà, et donc je pense que ça, c'est des signes, j'allais dire, très, très intéressants. On en a plein d'autres aussi de cet ordre-là. Par contre, on a aussi des situations où, tout à l'heure, je parlais de l'école, on peut parler des transports, où les choses ne sont pas tout à fait pile-poil. Les logements notamment, alors les logements, on a actuellement un fort rapprochement avec les
les associations de personnes âgées, parce qu'elles sont dans la même dynamique que nous, c'est-à-dire qu'elles s'aperçoivent que les logements ne sont pas suffisamment vastes et suffisamment, j'allais dire, conformes pour qu'ils puissent vivre, j'allais dire, longtemps chez eux. Et une personne âgée, malheureusement, quand elle ne se sent plus en sécurité, soit parce qu'à l'intérieur de son logement, elle n'est pas à l'aise, soit parce que, par exemple, elle n'a plus de commerce à proximité. Quand on parle de l'accessibilité au commerce, c'est pas simplement pour dire il faut effectivement qu'il y ait le pain incliné. C'est aussi que les gens puissent y faire leurs courses et avoir les prestations de la vie citoyenne comme tout le monde. Parce que je crois que ça, c'est indispensable. Et alors, le constat, et c'était un peu la philosophie de l'opération que vous avez menée aujourd'hui, c'était place du commerce en plein centre-ville de Nantes. C'est une course d'escargots. On en découvre quelques images. Il y avait donc des gros escargots. Voilà, oui, c'était un symbole. Voilà, c'est un symbole. Oui, on n'a pas voulu martyriser ces petites bêtes. Non, on les voit là. Ils sont tout mignons. Aujourd'hui, il pleuvait pas, donc ils n'étaient pas très vigoureux. Et alors, on voit, il y avait des petites pancartes. Chaque escargot représentait une famille d'acteurs, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, nous avions un espèce de quiz qui permettait, j'allais dire, à chacun de pouvoir s'exprimer, autant les adhérents de l'association que le public. Et effectivement, il y a eu quelques mamies avec des enfants qui se sont arrêtés, qui nous ont effectivement interrogés. Et puis, voilà, je crois que c'est aussi une occasion d'échange et de vivre ensemble, quoi. Bon, ça devrait aboutir parce que la loi de 2005, on l'a dit, elle n'a pas été appliquée exactement dans les délais initialement prévus. On n'y est pas. Il y a eu des ordonnances qui autorisaient à repousser les délais. Néanmoins, de nouveaux délais sont fixés. Oui, notamment pour l'accès au logement. Dans les logements, là, on est sur la mobilité. Voilà. Mais... Alors, on a des délais sur un certain nombre d'opérations. Ce qu'on est quand même, on est quand même très, très soucieux parce que aujourd'hui, sur par exemple, 40 000 ERP, oui, pardon, excusez-moi, établissements recevant du public, qui sont sur la Loire-Atlantique. Il y a 40 000 magasins, des magasins, des lieux publics, la mairie. Voilà, tout à fait, où chaque citoyen peut rentrer. Eh bien, sur les 40 000, on a, 60% qui se sont déclarés ou accessibles, ou qui allaient faire des travaux. Ils sont en train, d'accord. On en a 40% qui sont invisibles encore. Alors que le délai était depuis le 27 septembre. Et donc, on voit bien que là-dessus, il y a encore un manque de mobilisation. On souhaite effectivement que Monsieur le Préfet fasse le boulot là-dessus. Oui, parce que vous parliez tout à l'heure de coercition. C'est-à-dire que vous dites à un moment donné, il faut aussi obliger les uns et les autres à passer à l'action. C'est-à-dire que je pense que quand on n'a pas forcément que de la bonne volonté, à un moment ou à un autre, il faut trouver un système. Donc, moi, je pense qu'il faut effectivement être vigilant là-dessus. Et puis, je crois que c'est aussi à chaque acteur, à chaque citoyen de réclamer, parce que effectivement, on le voit bien, nous, quand dans une commune, on est avec les assistantes maternelles qui crient, par exemple, au scandale sur l'encombrement des trottoirs, eh bien, je peux vous dire que ça bouge nettement plus facilement que quand c'est simplement moi ou un autre qui dit ce serait bien de ne pas avoir un trottoir encombré. Donc, en gros, vous dites aux citoyens, interpellez vos élus. Interpellez vos élus, voilà. Et puis, ensemble, nous pourrons faire des choses. Et voilà le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Pierre Blain, d'être venu. Allez sur la page Facebook de l'APF 44 parce que vous y trouverez toute l'actualité. Le mur de la honte. Alors avec les bonnes actions il y a plein et les moins bonnes. Voilà, il y a plein de photos sur toute la Loire-Atlantique. Les endroits qui craignent vraiment en termes d'accessibilité, les endroits où il y a eu plein d'efforts de fait. Donc voilà, la page Facebook, elle est très dynamique. Et puis le blog de l'APF, le site de l'APF, vous pourrez également faire des dons. Les gestes qui sauvent, vous connaissez, ça vous dit quelque chose? Alors, les premiers secours? Malheureusement, l'information n'est pas adaptée. Eh ben voilà, bon, mince, on va en parler avec nos invités mais ça si va vous peut-être voulez avancer. bien. Mais peut-être. En tout cas, on en parle maintenant. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Et hop, on s'installe tous ensemble. Moi, je ne suis pas encore tout à fait assise. Mais voilà, Initiation au geste qui sauve, c'est donc une grande campagne nationale qui est lancée et qui se déroule durant tout le mois de février. Ça se passe le week-end. Le principe est très simple. Il s'agit d'initier le maximum de personnes gratuitement, donc ça doit inciter tout le monde à y aller, et grâce à la mobilisation d'associations et de structures qui interviennent bénévolement. On en parle avec nos trois invités, puisque je reçois David Lacroix, bénévole à la Croix-Rouge. C'est ça. C'est ici. Pierre Guineuf, je prononce bien ?
Très bien. secrétaire général de la Protection civile 44. Exactement. Voilà. Et puis Alexandre Corbet, de l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Et qui représente également le SDIS 44. Et qui représente le SDIS 44. Autant vous dire qu'ici, on est hyper protégés ce soir sur ce plateau. Je crois qu'il peut nous arriver n'importe quoi. On a quand même la crème de l'aide à la personne. Qui va se lancer pour nous dire en gros comment se passe cette initiation? Parce que je ne vous cache pas que quand on a reçu les petits communiqués et qu'on a lu, on a vu initiation au geste qui sauve en 2 heures. Waouh, on se dit, c'est magique. Il y a 2 modules, en fait. C'est ça. Enfin, pendant le mois de février, les centres d'incendie et de secours de Loire-Atlantique, ainsi que les associations agréées de sécurité civile, telles que la Croix-Rouge, la Protection civile, la Croix-Blanche, vont former le grand public au geste qui sauve. Dans 2 situations, les situations exceptionnelles, comme on a pu vivre, comme les sapeurs-pompiers et autres associations ont pu vivre à Paris en novembre dernier, ou lors d'événements plus classiques de la vie quotidienne, où les gestes finalement sont les mêmes. Parce que c'est vrai que cette opération, elle est née, elle a été peut-être accélérée en tout cas, même si suite aux attentats du mois de novembre dernier, où beaucoup de gens en France ont fait savoir qu'ils aimeraient bien être formés, recevoir un peu de connaissances pour pouvoir intervenir auprès de ceux qui en auraient besoin. C'est ça. C'est ça, hein. C'est ça, et puis une petite augmentation quand même de la demande. Vous l'avez senti ici aussi? On a eu une très forte une très forte augmentation de la demande en formation au premier secours, donc le prévention et secours civique niveau 1, depuis les attentats de novembre. On a tous, je pense, rajouté des formations depuis, justement, pour absorber cette demande. Et c'est parti au départ sur Paris, où ils ont créé cette initiation qui maintenant se développe sur l'ensemble du territoire. D'accord, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Pour vous. Alors on en revient au contenu de cette initiation. Alors on le dit tout de suite, il n'y a pas de diplôme à la fin. C'est pas on donne quoi là après cette initiation? C'est simplement une attestation comme quoi le citoyen a bien participé à ces 2 heures, donc signée par le préfet, et puis le formateur et la personne elle-même. Et en tout cas, on peut, après avoir suivi l'ensemble de l'initiation, se sentir un peu plus apte à intervenir ou à aider quelqu'un en cas de... Ou alors c'est vraiment de l'ordre de la sensibilisation? C'est plus de la sensibilisation dans la mesure où après, on va orienter nos citoyens dans la mesure où ils seront d'accord là-dessus pour passer au stade au-dessus et préparer leur PSCA. Qui est le PSC. Qui est le prévention et secours civique niveau 1. Voilà, alors là, c'est le vrai... le vrai diplôme. Le vrai diplôme, on va dire. C'est le diplôme grand public. Voilà, mais qu'on peut tous passer, en vrai. Hein. On peut vous appeler les uns les autres et puis s'inscrire. Il y a des sessions de formation courantes. Bon, alors, on revient à ces 2 heures. Désolée, je suis décousue, hein, mais on revient aux 2 heures. J'y vais, je m'inscris. Qu'est-ce qu'on va m'apprendre concrètement? Sur quoi on va m'initier? Alors déjà, la première chose, c'est la protection. C'est le premier module qu'on enseigne. C'est, en tant que sauveteur, déjà, de ne pas se mettre en danger. Ne pas mettre en danger les personnes qui sont aux alentours, tous les témoins. Donc, c'est être capable d'analyser la situation et aussi, dans un second temps, passer une alerte rapide au secours. En fait, on dit souvent le premier geste, c'est appeler. C'est appeler les secours. C'est pas le premier, c'est le 2e geste. Le premier, ça va être de se protéger et de protéger les gens qui sont présents. Mais ça veut dire quoi, se protéger? Par exemple, je ne sais pas, il faut qu'on donne des exemples concrets. On arrive sur la route, il y a eu un accident de voiture. Nous, ça, c'est déjà du lourd. Là, on appelle les secours. La protection sur un accident de la route, ce sera par exemple de mettre en place un balisage. D'accord. Mettre des personnes de part et d'autre de la route en sécurité avec leur chasuble, de manière à faire ralentir les personnes et protéger justement la zone qui est déjà accidentée. Donc déjà, il faut ne pas se mettre en danger lorsqu'on intervient en tant que secouriste. C'est déjà une chose qui est très importante. Et comme vous le disiez tout à l'heure, une alerte rapide qui permettra justement au secours de venir sur les lieux. Et le premier citoyen, c'est le premier maillon de la chaîne de secours. Plus on gagnera de temps au début, plus on aura de chances de récupérer la victime après dans les milieux hospitaliers notamment. Donc l'appel, c'est on appelle le 18 par exemple le 15, le 17. Le 17, c'est la gendarmerie. Le 15, pour l'aide médicale. Et le 18, les pompiers. Donc, on rajoute quand même le numéro 112, qui est le numéro unique. Donc, c'est facile à retenir. On connaît moins. Ça y est, il rentre dans les esprits, le 112 ? Oui. Quand on va dans les pays d'Europe, on le connaît plus. D'accord. Donc, on peut faire le 112. C'est le numéro de téléphone unique européen. D'accord. Donc ça, déjà, dans cette initiation, vous commencez par ça, en fait. Réexpliquer aux gens, se protéger et comment donner l'alerte, en fait.
Exactement. Appeler, C'est par qui ça- on par appelle ça et qu'est-ce qu'on commence. dit. Exactement. Information précise, j'imagine, au téléphone, toujours. Oui, un certain nombre d'éléments à passer, combien de victimes, l'endroit où on est, les gestes qui ont été effectués, l'état des victimes, enfin voilà, tout ce que les éléments de base pour que les secours derrière puissent se rendre compte de la situation. Après, quand on est, admettons, quelqu'un qui aurait peut-être eu un diplôme ou qui a peut-être juste été sensibilisé, participé à des initiations, quand on est face à un blessé, ça doit être compliqué d'intervenir. Est-ce qu'il y a quand même des gestes qu'il faut faire et ne pas hésiter à faire? Et est-ce que vous les apprenez dans le cadre de cette initiation? Je vous dis, le programme... Si quelqu'un a une plaie, voilà. Est-ce que vraiment, parce qu'on peut se sentir empêtré aussi. Le problème, c'est que le référentiel étant tellement restreint qu'on se porte surtout sur les saignements. Ouais. Les saignements. Oui, parce que c'est ça, un traitement des hémorragies, Voilà, traitement défibrillation. Tout à fait. Voilà, c'est les arrêts ces deux cardiaques, axes importants. hein, Ouais. et apprendre à se servir d'un défibrillateur. Parce qu'on en trouve de plus en plus. Voilà. Et encore faut-il savoir s'en servir. Exactement. Alors, il n'y a pas besoin d'être formé pour se servir d'un défibrillateur. Vous appuyez sur le bouton, il vous dit tout. D'accord. Donc, il ne faut vraiment pas que les gens hésitent à les utiliser, même s'ils les ont jamais vus et qu'ils ne se sont jamais formés à leur On utilisation. n'est pas dans une salle d'hôpital où c'est des machines hyper compliquées. Rien quoi. à voir. Hein, rien à voir, ok. Logiquement, à l'école, il doit en avoir un, Normalement. Mais est-ce que l'école aura sensibilisé tout Tout à fait, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Normalement, oui. Bon. Hémorragie, traitement des hémorragies. Mais alors là, ça fait carrément flipper, hein, excusez-moi, mais c'est pas donné à tout le monde, j'imagine, d'être capable d'intervenir face à quelqu'un. On peut vous le dire ce soir, c'est très simple. Dans 90% des cas, une hémorragie, déjà, c'est un saignement abondant, qui ne s'arrête pas spontanément. Oui. Donc le simple fait d'appuyer la paume de la main avec les doigts fortement sur la plaie arrête 90% des hémorragies. Il faut juste presser fortement. Directement là où ça saigne. Voilà. On ne cherche Si on peut pas se en dessous, non, au-dessus. on appuie dessus là où et ça on allonge saigne. la victime. C'est très D'accord. important. Sur le dos. Voilà, sur le Ouais. dos, de manière à permettre une bonne irrigation du cerveau et des organes nobles et passer une alerte rapide. Ça, c'est un geste facile et... Là aussi, on parlait de protection tout à l'heure, mais il faut penser à se protéger la main. Parce Avant, que parce risque que le de sang, Voilà, de contamination si soi-même on a une plaie sur la main, etc. Alors on se protège quelques comment? moyens Un que tissu, ce soit, n'importe quoi. peut-être pas un tissu, un plastique. Un plastique, si... ouais, mais des Si fois on on n'a a, pas. si on a. Bon, après, je pense qu'on séparait au plus urgent et puis on prend et puis on fait comme on peut. Hein, c'est un petit peu ça aussi. ça, Vous parliez, c'est vous qui disiez tout à l'heure, monsieur, arrêt cardiaque. Alors c'est vrai en préparant l'émission, je regardais les campagnes qui avaient beaucoup circulé. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de ces urgences-là et considérant que si tous nous étions formés à des premiers gestes, on éviterait un nombre considérable de décès. Vous confirmez? Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, il y a des sensibilisations tous les ans sur le massage cardiaque, se former à masser et défibriller, que l'on fait régulièrement, quelles que soient les associations ou les sapeurs-pompiers. Ouais, on voit des images d'exercices différents auxquels on a déjà assisté d'initiation, de formation. Quand il n'y a pas de défibrillateur et que quelqu'un a un souci cardiaque, un arrêt, qu'est-ce qu'on fait? Alors, toujours une alerte rapide. On s'est protégé, on a alerté. Voilà. Okay. Donc, il faut réaliser un massage cardiaque en appuyant au centre de la poitrine. Ouais. Avec Donc les pas deux sur mains. le cœur. Alors, le cœur est au centre. Ouais. Mais on le voit là, mais voyez, vous dites Voilà, ça, mais pour la plupart des gens, le Voilà, cœur, et c'est on pour nous ça a que toujours dans dit ce qu'il genre était à gauche. de session de formation, on précise Eh aux ouais. gens que le cœur se situe bien au milieu, Donc on appuie sous bien le là. sternum, et on appuie avec les deux mains au centre de la poitrine pour réaliser le massage cardiaque. Parfois, dans certains cas, on n'aura pas de défibrillateur. Le massage cardiaque seul permet d'augmenter les chances de survie de la personne grâce à la circulation sanguine qu'on entretient dans l'ensemble du corps humain en attendant les secours. Ça veut dire que potentiellement, on fait le massage assez longtemps? Jusqu'à l'arrivée des secours. D'accord. Voilà. Il faut être costaud. Pas forcément. Pas forcément, Faut non. faut pas hésiter à demander de l'aide de quelqu'un On peut se en lui faire expliquant relayer. les gestes. On peut se relayer. On peut se faire relayer, Ouais. oui. Et parce que oui, parfois les secours, il leur faut un peu de temps à arriver, ce qui est logique, que vous n'êtes pas toujours à 100 mètres. C'est ça. Donc là, pareil, en fait, j'ai l'impression que dans tout ce que vous dites, c'est qu'il y a des gestes techniques, mais après, il faut y aller, quoi. Il faut le faire, il ne faut pas se poser non plus peut-être trop de questions. Le plus dangereux est de ne rien faire, justement. C'est ce qu'on essaye d'enseigner c'est ça. aux gens. C'est Souvent, ça. les gens ne vont rien faire de peur d'aggraver l'état de la personne, Ouais. alors qu'une alerte rapide et un geste simple, comme une position latérale de sécurité, un arrêt d'hémorragie, Ouais. permet de sauver la victime Ouais.
et d'éviter son aggravation avant l'arrivée des secours. Bon, vous, c'est un peu votre quotidien, à tous les trois, hein, parce que c'est un peu au cœur de vos métiers ou de vos engagements. C'est du bénévolat avant tout. Alors je voilà, tiens à le rappeler. je voulais y venir. Ça veut dire que vous êtes déjà habitué, vous, à former des gens. Tout à fait, oui. oui. Qui vous appelle pour obtenir des séances et pour accéder à un diplôme de premier secours? C'est tout type de personnes? Oui. Tout le monde, on a Quelles que soient les catégories sociales Ouais. également. Donc, tous les âges. Tous les âges, Oui. autant d'hommes que de femmes? Oui. Oui. Et généralement, est-ce que c'est facile pour tout le monde ou est-ce qu'il y a certaines personnes où c'est plus compliqué, où comment Non, ça se passe? c'est facile pour tout le monde. Après, on s'adapte forcément aux différentes personnes. Si on a des personnes handicapées ou moi j'ai eu des fois des personnes aveugles ou des personnes sourdes, on en a en formation de temps en temps. On s'adapte. On a des outils qui permettent de C'est accessible s'adapter. aux personnes en situation de handicap? Oui, bien sûr. Non, je dis ça parce qu'avec mon invité précédent, Jean-Pierre Blin de l'APF, il disait malheureusement, c'est pas toujours accessible. Mais il y a des formations accessibles Bien aux sûr. personnes Elles sont adaptées. qui en situation de handicap. Donc voilà, il y a des solutions adaptées. Bien sûr. Bonne nouvelle si Jean-Pierre Blin nous regarde encore. On lui fera passer l'information en tout cas. Vous disiez bénévole, donc ça veut dire que vous êtes tous bénévoles, ici, là, à part aux 10. Voilà, je suis professionnel, Voilà, parce mais que vous êtes professionnel, pompier professionnel. Mais il y a également des pompiers volontaires ou professionnels Tout à fait. qui, par le biais de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique, participent à des sessions de formation, comme mes collègues ici. Ouais. Il y a vraiment la partie intervention et Ouais. aussi la partie formation grand public. Et pourquoi on devient, par exemple, bénévole à la protection civile? Parce que c'est un sacré boulot quand même. La protection civile, comme la Croix-Rouge d'ailleurs, on voit souvent sur des grandes manifestations, etc. C'est quand même un sacré truc. On y rentre dedans, on fait d'abord un premier pas dans les formations, telles qu'en milieu de travail, par exemple. On commence par le secourisme du travail, Ouais. et puis après, de fil en aiguille, on lien des contacts avec les différentes associations, et une fois qu'on a mis la main dedans, tout le bras passe. Et vous n'en sortez plus. À la Croix-Rouge, ça se passe pareil un petit peu? C'est pareil. On commence par hasard, on pousse la porte et puis 16 ans plus tard, on finit directeur départemental. Et ben voilà, et puis hop, on l'avait pas voulu, on l'avait pas forcément ça. calculé. Mais ça veut dire qu'il y a quand même, et même pour devenir pompier, c'est quoi ce qui motive au tout départ? L'envie d'être utile, le besoin d'être auprès de l'autre? L'envie de servir aussi. Ouais, c'est tout Et ça. puis au départ, moi pour ma part, je suis tombé sur une situation où je me suis retrouvé démuni, je me suis formé, je suis rentré dans le système et puis j'en suis pas sorti. Ouais. En fait, c'est la réalité de peut-être quelque chose que vous avez vécu qui vous a dit là, il faut pouvoir agir, quoi, Oui, complètement. pour pouvoir être utile. Est-ce qu'il y a des crises de vocation? Est-ce que vous manquez de relève? C'est comme partout actuellement, malheureusement. Nos jeunes sont difficilement... ils ont leur loisir, ils ont un autre état d'esprit du bénévolat que nous, on peut l'avoir. En tant qu'ancien, je parle en tant qu'ancien, là. C'est facile, t'es le Mais plus bon, ancien, là. après, c'est chacun qui voit sa porte. Alors, une manière de créer des vocations, c'est d'aller à la rencontre des autres. C'est peut-être l'occasion aussi avec ces initiations. Vous allez, puisqu'il y a plusieurs structures, les 3 vôtres, mais il y en a d'autres aussi, qui participent à cette grande campagne dont on redécouvre l'affiche, cette grande campagne nationale sur les gestes qui sauvent, pour devenir acteur, comme le dit très bien le message. Alors, pour info, oui. Il y a une Rapidement. très bonne phrase du ministre que je voudrais citer là en direct. La capacité de résilience de notre pays face aux risques et aux menaces repose sur le professionnalisme et l'engagement des services de sécurité et de secours, mais aussi sur l'aptitude des Français à être acteurs de leur propre sécurité. Et ben voilà. Ça, c'est important. Passons tous à l'action. Voilà. C'est ça en fait, ça Exactement. veut dire préparons-nous Tout et à passons fait. tous à l'action. Alors, pour passer à l'action, les initiations, il y en a ce week-end, dès ce samedi, à Bouet, à Bouguenais, à Derval, à La Baule, il y en a à Nantes, à Saint-Nazaire, au Palais, au Pèlerin, à Vertou, il y en a dans tout le département et c'est comme ça tous les week-ends du mois de février. C'est le principe de cette grande campagne. N'hésitez pas à aller voir sur le site qui va s'afficher, c'est celui de la préfecture de Loire-Atlantique, qui va vous orienter à la Croix-Rouge, à la protection civile, auprès des pompiers. Et là, vous pourrez trouver des séances, appeler et vous inscrire et aller vous initier. Voilà, on a à peu près tout dit. Je vous remercie beaucoup tous les 3 d'être venus. Merci de nous avoir suivis. À demain, on recevra Pascal Légitimus. Ça n'aura rien à voir.